Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma série La sociologie en mouvement. Si vous avez raté la vidéo d'annonce de cette série, je vous laisse aller la regarder. Et sinon, c'est parti pour ce premier épisode. Alors pour ce premier épisode, nous allons parler du MLF. Dans un premier temps, je vais revenir sur les faits. Qu'est-ce que le MLF, comment il a été créé, quelles actions ont été menées. Puis dans un second temps, je vous expliquerai dans quelle mesure le MLF est devenu un lieu de production des savoirs. Et dans une troisième partie, nous interrogerons ensemble les regards académiques qui ont été posés sur le MLF. Alors nous allons commencer avec les faits. Le MLF, c'est donc le mouvement de libération des femmes qui donc a eu lieu en France. C'est une mobilisation qui a pour date de commencement une date assez précise, même si elle a été controversée. C'est la date du 26 août 1970. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 26 août ? Alors, le 26 août, 9 militantes féministes issues de divers petits groupes d'action se retrouvent pour mener une action choc. En fait, elles partagent toutes les 9 la volonté de mener une action spectaculaire en solidarité avec les féministes états-uniennes qui font grève ce jour-là. Elles se retrouvent donc toutes les 9 devant l'Arc de Triomphe et tentent de déposer une gerbe de fleurs en hommage à plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Elles ont donc les gerbes dans les bras, elles s'avancent mais sont interrompues par des policiers qui les emmènent de manière assez brutale dans une des jambes de l'Arc de Triomphe où il se trouve un commissariat. Elles sont donc arrêtées et les images de cette action, déjà la symbolique, puis les images qui en ont été prises et le fait que ça se déroule en plein mois d'août et qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour la presse font que cette action est médiatisée. Plusieurs journaux en font leur une, comme l'Aurore, et la presse évoque d'elle-même des militantes du mouvement de libération de la femme, même parfois le mouvement de libération de la femme française. Et c'est donc ainsi que le mouvement de libération des femmes est né. Les 9 militantes qui sont donc à l'origine de cette action font en fait partie de groupes qui se rassemblent autour de cette nouvelle entité qu'est le MLF. Les militantes du MLF lancent une formule choc, Libération des femmes, année 0, qui va être reprise par de très nombreux médias. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette année 70 et plus largement au cours des débuts des années 70 en France ? Le MLF s'impose tout simplement comme un mouvement social clé dans l'organisation politique des années 70. Leur première action choc en tant que militante du MLF se tient au cours des États généraux de La Femme, Elle. Le magazine Elle organise donc les états généraux de la femme qui doivent rassembler des entreprises, des journalistes politiques, etc. sur de nombreux sujets qui concernent donc la femme. Et les militantes du MLF organisent plusieurs actions. D'abord, il y a un questionnaire qui circule, donc elles retournent ce questionnaire pour le rendre ironique et montrer tout le sexisme duquel il est empreint. Et ensuite, plusieurs militantes féministes, parmi lesquelles Christine Delphy, réussissent à entrer aux états généraux de la femme et obtiennent 5 minutes de discours. Christine Delphy prend la parole juste après le ministre du Travail, elle a 5 minutes et elle commence son discours en déplorant le fait qu'après plus d'1 an de travail effectué essentiellement par des femmes pour l'organisation de ces états généraux, on donne finalement la parole à des hommes. Elle est applaudie par l'Assemblée et cela contribue à faire du MLF un mouvement plus populaire, puisque ce discours va sortir des simples sphères militantes et toucher d'autres types de femmes. En parallèle, d'autres événements vont contribuer à la popularisation du MLF en tant que mouvement social, par exemple l'écriture de l'hymne des femmes, ou l'hymne du MLF, qui est écrit sur l'air du Chant des Marais en 1971 et qui est toujours aujourd'hui chanté dans les manifestations féministes. La même année, en 1971, le MLF commence à éditer sa propre publication, Le Torchon Brûle, qui est vendu dans la rue. Et puis un autre événement qui va contribuer à imposer le MLF en tant que mouvement social incontournable des années 70, c'est le manifeste des 343. Alors, le manifeste des 343, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est un manifeste pro-avortement qui a été publié dans le Nouvel Observateur. Rapidement surnommé le manifeste des 343 salopes par Charlie Hebdo, le manifeste est en fait signé par 343 fans, donc des célébrités pour l'essentiel, qui reconnaissent avoir eu recours à l'avortement qui était alors illégal en France. Elles risquent donc toute la prison, mais utilisent leur célébrité au service de la cause. À la suite du manifeste des 343, les manifestations pro-avortement deviennent de plus en plus importantes. Ce sont les premières à se réaliser de manière publique en France, alors que l'avortement est toujours illégal et lourdement pénalisé. D'autres combats suivront celui pour l'avortement. Le MLF, ou du moins une partie du MLF, va se mobiliser pour la reconnaissance et la pénalisation du viol, et également pour l'accès libre et gratuit à la contraception.
Alors voilà pour un rapide aperçu de ce qu'a été le MLF en tant que mouvement social, que mobilisation publique en France pour la libération des femmes. Mais comme je vous l'avais expliqué dans les vidéos de la sociologie en mouvement, mon but c'est aussi de vous expliquer comment les mouvements sociaux ont interagi avec l'université, autant comme lieu de production des savoirs que comme objet du savoir. Et commencer par le MLF, c'est pas anodin, parce que le MLF c'est un cas assez particulier en tant que mobilisation sociale. En effet, le MLF a agi comme un véritable laboratoire d'idées sur les questions de la libération des femmes. Le MLF a été un mouvement assez soudain dans son ampleur, puisqu'on avait d'abord plusieurs petits groupes qui avaient des idées parfois même contradictoires, qui s'est retrouvés d'un coup à devoir se structurer en tant que mouvement plus global. Donc le fait de passer de petits groupes à un mouvement plus large a poussé les militantes féministes à devoir s'organiser et trouver des lignes directrices, des points de rencontre entre toutes ces sous-branches du féminisme. Les féministes racontent souvent qu'un ennemi plutôt inattendu a fait son apparition. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que les féministes se tirent la bourre entre elles du fait de ne pas trouver forcément de terrain d'entente sur leur définition de ce que doit être la libération des femmes ou des actions qu'il faut mener pour contribuer à la libération des femmes, l'ennemi, ou du moins le principal obstacle qu'elles vont rencontrer, ça va être plutôt des hommes qui sont militants de gauche. En effet, le MLF décide de tenir toutes ses réunions en non-mixité, c'est-à-dire uniquement entre femmes. Et c'est quelque chose qui va fortement déplaire à leurs camarades masculins de gauche, puisqu'ils veulent eux aussi participer à ce mouvement, et surtout, il y a un grand sujet qui parcourt encore les mouvements de gauche à l'heure actuelle, c'est la question de la primauté de la lutte des classes. Selon les militants masculins, la lutte des classes entre prolétaires et bourgeois devrait être la priorité de tous les prolétaires pour aboutir à ce que Marx a théorisé en tant que révolution prolétarienne. Pour autant, l'argument mis en avant par plusieurs féministes du MLF, c'est de dire que jusqu'à présent, aucun mouvement, aucun parti dirigé par des hommes n'a mis à son agenda la libération des femmes et n'en a fait une priorité. Ainsi, une partie des militantes du MLF reprend une phrase qu'on attribue à la féministe Flora Tristan, qui l'aurait prononcée en 1830, à savoir que la femme est la prolétaire de l'homme. On voit bien que le MLF a donc été dès ses débuts un mouvement qui a agi comme un laboratoire d'idées, notamment pour la gauche. En effet, les sciences sociales étaient alors traversées par les théories marxistes et le MLF a contribué à fournir une première approche critique des théories marxistes. Une autre spécificité du MLF, c'est que de grandes académiciennes sont issues du mouvement, sont en fait d'anciennes militantes. Ces militantes académiciennes ont contribué à la théorisation du MLF en tant que mobilisation sociale de lutte pour la libération des femmes. Pour autant, ces universitaires, bien qu'étant issus du même mouvement féministe, n'ont pas du tout développé leur pensée de la même manière. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous présenter 3 figures intellectuelles majeures issues du MLF pour vous montrer les divergences qui ont existé au sein du MLF et aussi pour vous montrer comment différentes épistémologies peuvent survenir à partir d'un même mouvement social. Alors, la première que je vais évoquer, c'est Christine Delphy. Christine Delphy est une sociologue théoricienne du féminisme matérialiste qui a été la première à penser le travail domestique en tant que mode de production à part entière. Alors, je m'explique. Dans L'ennemi principal, qui est son ouvrage majeur, elle s'inscrit dans la continuité de la pensée marxiste, mais en montre les limites. Elle revient notamment sur un grand impensé de la pensée marxiste, qui est le travail domestique fourni par les femmes. Elle analyse donc ce type de travail comme étant un mode de production à part entière, qui n'est pas le mode de production capitaliste, mais bien un mode de production patriarcal. Elle théorise donc l'assignation systématique des femmes à un travail gratuit et explique que ce travail fait des femmes une classe à part. C'est à partir de là qu'elle pose la question de savoir qui est propriétaire du mode de production patriarcal, du mode de production domestique, et à qui bénéficie le travail gratuit fourni par les femmes. Elle démontre donc comment l'oppression des femmes est érigée en mode de production dans un système patriarcal. La seconde universitaire que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Monique Wittig. Monique Wittig est une écrivaine et une théoricienne féministe qui est la première à souligner l'importance du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. Selon elle, le fait même d'être lesbienne est une position radicale qui exclut de fait les femmes des rapports sociaux de sexe. C'est en ce sens qu'elle formule une idée choc, celle que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que ce qui définit les femmes, ce sont leurs rapports aux hommes et notamment le rapport de domination entre hommes et femmes. Et donc en tant que lesbienne, on échappe à ces rapports sociaux de sexe et donc à ces rapports de domination entre hommes et femmes. Monique Wittig, bien qu'étant une des membres fondatrices du MLF puisque présente à l'action du 26 août 1970 à l'Arc de Triomphe, est peu à peu marginalisée. En fait, il y a de nombreuses militantes féministes qui ne souhaitent pas que le MLF soit
réduit à la question du lesbianisme. Et donc Monique Wittig est invitée à ne pas mettre en avant ses idées. Peu à peu, elle se lasse de tout ça, décide de partir vivre aux États-Unis avec sa compagne. Là-bas, ses idées sont bien mieux accueillies, notamment du fait de la montée en puissance des théories queer. C'est d'ailleurs aux États-Unis que Monique Wittig publie son ouvrage théorique majeur, La pensée straight, qui ne sera traduit et publié en français que de nombreuses années après. Monique Wittig tombe d'ailleurs un peu dans l'oubli en France et c'est en fait avec Trouble dans le genre de Judith Butler qu'elle revient sur le devant de la scène du point de vue théorique. Elle est d'ailleurs aujourd'hui de nouveau enseignée, notamment dans les formations en études féministes. Alors la troisième et dernière universitaire issue du MLF que je vais vous présenter, c'est Antoinette Fouque. Antoinette Fouque, c'est une psychanalyste féministe qui, au sein du MLF, a créé la tendance psychépo, donc psychanalyse et politique. La tendance psychépo permettait à des militantes du MLF de se retrouver autour de questions de psychanalyse et notamment de comment théoriser la libération des femmes au sein de la psychanalyse. Antoinette Fouque s'inscrit dans l'héritage lacanien et cherche à développer une théorie qui viendrait combler un impensé de la psychanalyse, à savoir la sexualité féminine. D'ailleurs, si vous êtes familière et familier de l'hymne des femmes, vous avez sûrement en tête ce passage où on évoque les femmes en tant que continent noir. C'est en fait une référence à Freud qui utilisait l'expression continent noir pour évoquer la vie sexuée de la femme adulte qu'il ne parvenait pas à expliquer en termes psychanalytiques. Et donc Antoinette Fouque va chercher à théoriser la vie sexuelle féminine et créer donc le concept de libido creandi, donc la libido créatrice, par opposition à la libido phallique qui serait le propre des hommes. Donc selon Antoinette Fouque, le fait que les femmes bénéficient de la compétence biologique qu'est la gestation permettrait aux femmes d'accéder à cette libido creandi, c'est-à-dire à ce qu'elle décrit comme un mouvement incessant, une énergie, un désir qui serait, selon elle, l'élan infini du vivant. Alors, vous l'aurez compris, cette pensée, qui est pourtant très en vogue dans les années 70 du fait du développement de la psychanalyse, crée de vives tensions au sein du MLF, notamment avec les lesbiennes et aussi avec toutes les militantes qui refusent d'avoir des enfants ou qui refusent d'être réduites à leur capacité reproductrice, car tout simplement, elles revendiquent une sexualité qui n'a pas pour but la procréation. Bref, on a très vite une scission au sein du MLF entre les psychépos et celles qu'on appelle les beauvoiriennes. Pour résumer, les psychépos ont un discours qui s'appuie sur les particularités biologiques des corps féminins, tandis que les beauvoiriennes affirment que si les corps féminins et masculins présentent des différences biologiques, tout ce qui relève des pratiques sociales, et dont la sexualité fait partie, dépend de socialisation féminine et masculine différenciée. Voilà donc pour Christine Delphi, Monique Wittig et Antoinette Fouque en très bref. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces théoriciennes, mais aussi sur d'autres théoriciennes issues du mouvement de libération des femmes. J'espère que ce rapide aperçu vous aura permis d'appréhender les grandes tendances scientifiques et épistémologiques et d'observer en fait les différences fondamentales de théorisation en fonction des disciplines, et cela même alors que ces chercheuses sont issues du même mouvement social. Dans la troisième partie de cette vidéo, je vais avec vous interroger les regards académiques qui ont été portés sur le MLF. Je vous ai d'abord présenté donc des chercheuses qui sont issues du MLF, des théoriciennes issues du MLF, et je voudrais également vous présenter un cas particulier, celui de Françoise Pic. Françoise Pic, c'est une ancienne militante du MLF qui est aujourd'hui chercheuse et qui se définit elle-même comme chercheuse féministe ayant pris pour objet d'étude le mouvement féministe qu'est le MLF. On a donc avec Françoise Pic le glissement de la position militante à la position universitaire. C'est une première car ça aurait été tout simplement impensable que des militants deviennent universitaires et prennent le mouvement pour lequel ils ont milité en tant qu'objet d'étude. On les aurait accusés d'être trop subjectifs par exemple. Aujourd'hui, c'est une tendance qui est bien plus acceptée dans le milieu universitaire avec évidemment une quête de l'objectification scientifique. Donc Françoise Pic a participé à la formation d'une nouvelle positionnalité scientifique qui est aujourd'hui très pratiquée dans les recherches en sciences sociales. Alors Françoise Pic, elle a publié un ouvrage qui s'intitule Libération des femmes, les années mouvement, qui a été publié pour la première fois en 1993, réédité en 2011. Cet ouvrage, c'est tout simplement une référence sur le mouvement féministe des années 70. Une référence puisque c'est le seul ouvrage exhaustif au sujet du MLF. En effet, comment vous parler de la façon dont l'université a traité le MLF sans vous dire que concrètement, le MLF est un grand oublié de l'université. La sociologue Liane Henneron explique que le mouvement féministe a longtemps été ignoré par la sociologie des mouvements sociaux parce qu'il n'était tout simplement pas considéré comme un mouvement social au même titre par exemple que le mouvement ouvrier. On a donc une absence significative de travaux scientifiques qui commencent à être rattrapés avec quelques travaux qui notamment comparent le MLF à des mouvements féministes contemporains mais qui se livrent assez souvent au jeu des 7 différences.
On a quelques articles donc à ce sujet. Il y a également eu une thèse qui a été soutenue en 2014, mais qui est une thèse de littérature sur les écrivaines et les collectifs éditoriaux issus du MLF. Et donc au final, l'essentiel de la littérature scientifique sur le MLF a été produite par d'anciennes militantes. On a donc ici la preuve par l'exemple que si les subalternes, ici les femmes, ne développent pas des épistémologies propres, eh bien les sciences sociales restent enfermées dans les rapports de domination qu'elles entendent montrer, déconstruire et analyser. La production du savoir continue donc d'être biaisée. Dans le cas de l'étude sociologique du mouvement social qu'est le mouvement de libération des femmes, l'absence d'analyse conséquente révèle un biais important qui est le biais androcentrique. L'androcentrisme, c'est un biais qui a été théorisé par l'anthropologue Nicole Claude-Mathieu dans l'anatomie politique et qui repose sur l'hégémonie du regard scientifique masculin sur les faits sociaux. Donc le fait que le MLF n'ait pas été considéré comme un mouvement social digne d'être analysé scientifiquement, ça nous montre bien que l'androcentrie est encore très présente dans les sciences sociales. Je profite donc de cette vidéo pour lancer un appel aux jeunes chercheurs et chercheuses qui seraient intéressés par la sociologie des mouvements sociaux. Il y a plein de choses à dire sur le mouvement de libération des femmes, tant du point de vue de l'héritage militant que des modes d'action, et j'en passe. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode de la série La sociologie en mouvement. J'espère que ça vous aura permis de découvrir un peu plus ce qu'était le MLF et notamment comment le MLF a interagi avec l'université. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais également à liker cette vidéo, à la partager et à faire vivre Sociologos. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur Sociologos.